Hello! Bienvenue pour ce bilan culturel. Je vais garder le micro comme ça parce que forcément ça fait un meilleur son. Et là, faudrait que je vois, c'est pour les analyses, je le tiens comme ça et tout parce qu'après, j'aime pas ça fait un peu gogol de tenir mon micro comme ça. Bon, écoutez, dites-moi si vous préférez le son comme ça, auquel cas je ferai ça pour les autres vidéos aussi. Mais là, on va être ambiance un petit peu chillou et tout pour le bilan culturel. Donc n'hésitez pas à prendre une petite tasse de thé. Moi, j'en ai besoin là pour m'hydrater parce que ça va blablater. Je vous présente d'ailleurs une tasse personnalisée par mon frère avec une de ses aquarelles qui représente son chat. Voilà, j'en suis très fière de cette tasse. Bref, passons. Et j'en profite aussi pour vous dire que le prochain bilan culturel, comme je pars quasiment tout le mois de novembre en fait, ça sera une édition spéciale liée à ce que j'ai fait dans le pays où je vais voyager. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce que du coup, au moment où je vous parle, le soir du jour de la publication, je serai dans l'avion, en direction de ce pays. Voilà, j'ai trop hâte. Comme d'habitude, on va commencer par les films. Ce mois-ci, j'ai été pas mal pour les films que j'ai vus dans la nostalgie. Donc on va commencer par ça et après on parlera d'une nouveauté de ces derniers mois, ce mois-ci. Je sais pas quand il est sorti ce film, mais bon bref, passons. Donc j'ai commencé le mois en regardant Pitch Perfect le 1 parce que je me souviens qu'à l'époque, soit j'étais fin collège, soit j'étais au lycée, je ne sais plus. J'avais trop kiffé à l'époque ce film, c'était la grande tendance de l'a cappella, etc. Genre un peu type série Glee, tout ça. Et du coup on va suivre Becca. Waouh, j'ai retenu un prénom pour une fois dans ma vie. Donc on va suivre Becca qui arrive à l'université, mais elle veut faire de la musique, elle a pas envie d'aller à la fac, sauf que son père est prof à la fac, du coup forcément elle a des avantages et elle peut faire des études sans payer trop cher, voire je crois qu'elle ne paye même pas. Et puis son père va lui dire non mais au bout d'un moment genre fais des efforts et tout, si tu me montres que vraiment t'as tout essayé et que l'université ça te plaît pas, ok je te laisserai faire DJ, je sais plus, je crois qu'elle veut partir à LA. Mais essaye au moins de te faire des amis, et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer le groupe des Bella de Barden, qui est du coup l'université, qui est un groupe d'a cappella où la plupart des membres sont partis parce qu'elles ont fini leur étude et elles sont un peu en downfall, c'est un peu la merde quoi. Il leur faut des nouvelles chanteuses pour concourir cours universitaire d'a cappella machin, bref, et c'est comme ça que va démarrer cette histoire. Franchement ça c'est pas c'est pas un grand film évidemment. C'est un film de divertissement, c'est un film feel good, c'est un film doudou, un film quand t'as pas envie de te prendre la tête, c'est très sympathique à écouter et c'est très drôle aussi d'entendre des musiques qui étaient un peu plus à la mode à ces époques-là ou même au niveau du style vestimentaire, etc. On commence à voir que ça commence à dater parce que ça va, je suis jeune encore, hein, mais ça commence doucement à vieillir, on va dire. Donc ouais, ça fait un peu nostalgie de cette période-là. Donc c'est un film que j'aime bien. Et le second film doudou que j'ai vu, c'est Hercule. Comme à chaque fois, mon copain me surprend à ne pas avoir vu certains films, qui sont des classiques. Après, c'est pareil dans mon sens aussi, mais Hercule, il n'avait jamais vu. J'ai fait quoi ? Tu ne connais pas le gospel des muses ? C'était impossible. Donc, on a regardé Hercule et je me suis rendu compte que forcément, comme ça se base vite fait, très vite fait, sur la mythologie et l'histoire d'Hercule, il y a quand même pas mal d'œuvres d'art ou des inspi d'œuvres d'art dans le film. Je me tâte à faire une analyse des œuvres d'art dans Hercule, mais je pense que ça me prendrait genre vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film, mais globalement on suit un peu l'histoire d'Hercule qui malencontreusement a été enlevé de l'Olympe, élevé par des humains, et il va tout faire pour essayer de retourner sur l'Olympe.
Évidemment, c'est un Hercule disneyifié. C'est pas un Hercule mythologie gréco-romaine. Il y a des sous-entendus par rapport à ça, évidemment, sinon ça aurait été un peu stupide de ne pas le faire. Mais ouais, pour les fanats de mythologie, évidemment, après je pense que vous le connaissez, mais non, c'est pas une grosse source. Bref, c'est très disneyifié. Ça serait intéressant de voir un petit peu genre ce qui est totalement inventé, ce qui correspond pas trop et tout, faire une espèce de correction entre guillemets, mais j'aime pas ce terme parce que ça fait un peu snob, mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant à faire en vidéo avec du coup les œuvres d'art et tout, mais il faut que je trouve du temps. Mais peut-être je laisse ça là, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pose ça là, voilà. Et ensuite, le film que je suis allée voir, c'est Joker 2. Quand j'y suis allée, j'ai eu pas mal de retours en me disant ah c'était pas ouf, etc. Et je voyais sur les réseaux qu'ils se faisaient vraiment trasher. Du coup, quand j'y suis allée, j'avais aucune attente et je savais déjà que c'était une comédie musicale. Donc je préviens pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une comédie musicale, donc forcément ça chante. Et du coup je m'attendais à ce que ça chante, etc. Je m'attendais à ce qu'il soit nul et tout. Mais au final, c'était quand même un bon film. C'est pas le meilleur film du siècle, c'est pas non plus un meilleur film que le Joker 1. Mais je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé que l'histoire était cool. Il y a peut-être une ou deux chansons de trop, ou du moins des rallongements de chansons, dont on serait peut-être un petit peu passé effectivement. Mais c'était pas si mal. Et oui, du coup, pour vous raconter, forcément ça spoil le Joker 1, donc voilà, je vous préviens. Donc du coup, on suit Arthur qui est... il est incarcéré en prison, ou c'est une prison spécialisée psychiatrie, je ne sais plus déjà, bon bref. Bref. Et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui est littéralement Harley Quinn. Je crois que ce n'est jamais nommé dans le film, mais c'est littéralement Harley Quinn. Bref. Et son procès pour meurtre va arriver, et tout le dilemme du procès, c'est de savoir si c'est lui, Arthur, qui a tué ces gens, et s'il est saint d'esprit, ou s'il est vraiment malade, et entre guillemets, on peut pas lui mettre ses meurtres à 100% à dos, parce que potentiellement, ça serait lié à une maladie mentale, etc. Bref, en gros, c'est un peu ça. Et on continue... Déjà dans le premier on a des doutes, mais dans le 2 on a toujours des doutes de savoir si oui ou non, comme dans le procès, de savoir si oui ou non Arthur est le Joker ou non, ce qui est très intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça sympa, hein. Moi j'ai pas vu le temps passer, hein. Quand j'ai regardé le film j'ai trouvé ça vraiment cool. Et aussi ce qui est pas mal intéressant, c'est que les entr'actes comédie musicale sont quand même intelligemment faits. C'est pas juste ça chante à n'importe quel moment ou quoi, ça chante à des moments où par exemple on est dans la tête d'Arthur, ou dans le monde fantasmé que se construisent Arthur et Harley Quinn. Donc ça permet de montrer ce décalage entre la vraie vie et ce qui se passe dans leur tête, et ce qu'ils fantasment, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils espèrent. Donc ça c'est plutôt cool. Et petit spoiler par rapport à la fin, je vous mettrai un timecode pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a quelques plans parfois sur un des pensionnaires dans la prison. Je me suis dit, il va se passer une dinguerie avec lui. Enfin littéralement le film nous donne la piste. Et du coup, à la fin, quand ce personnage tue Arthur et se taillade la bouche, on comprend que du coup, Arthur n'était pas le Joker originel, et que le vrai Joker vient d'apparaître sous nos yeux, et que le film nous révèle enfin la vérité sur Arthur, en tout cas. Ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai cru voir des gens qui étaient plutôt déçus par rapport à cette fin, dans le sens où dans le film 1 et 2, on leur a fait espérer des choses, et ils n'ont pas été... ils n'ont pas accepté les choses qu'on leur a données. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant qu'on soit un peu mené par le bout du nez pour nous présenter une autre réalité.
enfin une autre réalité, une autre... Ouais, on va dire ça, je vais pas en dire plus. Mais du coup, non, moi j'ai bien aimé. Je sais pas s'il y aura une suite par rapport à la fin qu'il y a eu. Mais franchement, j'ai quand même passé un bon moment. Et voilà. En vrai, moi, j'ai bien aimé mon visionnage et je comprends pas qu'il y ait un acharnement aussi hardcore sur ce film. Peut-être que effectivement les gens, il y en a un certain nombre, je crois, qui ne savaient pas que c'était une comédie musicale. Donc je pense que quand t'es peut-être un fan je pense que quand t'es peut-être un fan hardcore comics assez tradi, peut-être ça peut choquer l'aspect comédie musicale. Moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant, bien au contraire, et c'était utilisé pour un but narratif. Donc, c'est pas juste mettre des musiques pour mettre de la musique et faire un film d'un autre genre, quoi. Donc moi je vous le recommanderais d'aller le voir, il était très bien. Après effectivement il n'égale pas le premier, mais il était quand même très chouette à voir. Voilà, et on va pouvoir passer à tout ce qui est série, et je vais mettre podcast aussi là-dedans. Alors, comme au mois d'octobre, je travaillais quand même encore, il me fallait des petits documentaires à écouter, donc littéralement, je regarde beaucoup les documentaires Arte et plus particulièrement ceux de Arte Cinéma qui sont des documentaires monographiques sur un acteur, sur un réalisateur et tout. Je les trouve toujours très bien faits et super intéressants, ça me donne toujours envie de voir les films qui sont présentés ou les filmographies des personnages, etc. Bref, mais là j'en ai pas un en tête à vous recommander parce qu'ils sont tous bien en vrai. Mais sinon, je crois que c'était sur France TV. Il y avait le documentaire sur l'affaire du grêlé que j'ai trouvé très intéressant. Je me suis pas ennuyée une seule fois en écoutant le documentaire. C'est une affaire que je connaissais déjà, mais je crois que j'ai quand même appris 2-3 trucs parce que évidemment à force d'écouter 36 milliards d'affaires, j'oublie des détails, hein, donc voilà. Donc si vous cherchez des documentaires tueurs en série, tout ça, je vous recommande celui-là qui était pas mal. Et sinon en podcast, vraiment une psychopathe au travail, j'écoutais Affaires criminelles qui est du coup un podcast sur des faits divers plutôt, c'est-à-dire c'est pas forcément que des meurtres, il peut avoir des enlèvements ou des arnaques où on sait pas forcément l'issue de certaines choses. Bref, du coup je trouvais ça sympa parce que ça changeait un peu et c'est des affaires françaises, uniquement françaises. Du coup c'était plutôt cool parce qu'il y en avait pas mal que je connaissais pas du tout, donc c'était assez rafraîchissant parce que c'est vrai qu'on voit quand même souvent les mêmes cas à revenir. Là, il y avait vraiment beaucoup d'affaires que je connaissais pas du tout. Je crois que c'est une émission aussi, mais moi je l'écoute que en podcast. Donc c'est vrai que parfois il y a un peu un ton télévision, je vais appeler ça comme ça. Mais franchement, écoutez, pour passer le temps au travail et faire du récollement, c'est très sympa. Voilà. Et sinon, une autre série que j'ai regardée, c'est Culte, qui revient sur... comment dire ? Alors, c'est pas une série documentaire, c'est une série romantisée qui s'inspire de faits réels, mais qui n'est pas un copier-coller de la réalité, qui présente l'histoire des débuts de la télé-réalité en France, et notamment avec Love Story. Moi, je crois que j'étais née, mais j'étais très petite. Attendez. Voilà, j'avais 2-3 ans quand Love Story est arrivé, donc évidemment, j'ai aucun souvenir, et en plus de ça, je n'avais pas la télé chez moi, mes parents n'avaient pas la télé, donc ça m'est passé au travers, et puis c'est pas vraiment non plus ce que regardent mes parents ou ce qui intéresse mes parents. Donc vraiment, j'ai aucun souvenir de Love Story. Et en fait, il y a peu de temps, il y a peut-être quelques années, je m'intéressais un peu au mécanisme de la télé-réalité, à l'histoire de la télé-réalité, ce genre de trucs et tout. Parce qu'évidemment, il y a d'autres télé-réalités plus jeunes qui m'ont touchée, etc. Du coup, je voulais juste en savoir plus, puis me renseigner. Je trouve ça quand même assez intéressant. Et je suis tombée sur du coup l'histoire de Loana, et j'ai eu une petite obsession
comme beaucoup de Français, où j'ai regardé plein de documentaires sur sa vie et tout. Du coup, j'étais très contente d'avoir cette série-là. Mais je le précise, cette série ne se concentre pas sur Love Story, mais sur les coulisses de Love Story. Donc tout ce qui va être mise en place du casting, la production, l'idée de faire Love Story, les obstacles qu'il peut y avoir, etc. Il y a des personnages qui sont ajoutés, des personnages qui sont inspirés de personnes existantes et qui ont participé à la création de Love Story. Mais je trouve que c'était vraiment super bien. C'est une mini-série, donc pareil, si vous cherchez un truc pas trop long à regarder, c'était vraiment sympa. Je dirais peut-être le seul truc un peu négatif que j'ai pas à fond ressenti, c'est qu'effectivement au niveau du matériel dans les bureaux, au niveau de la déco, etc. On sent qu'on est quand même dans les années 2000, mais en fait l'étalonnage, le traitement de l'image et tout fait qu'on sent quand même qu'on est en 2024, et du coup je me suis pas sentie entièrement plongée dans les années 2000, qui sont quand même des années que j'ai connues quand même finalement, mais j'ai pas senti j'étais pas à fond immergée dans ces années 2000, parce que je trouvais qu'elle faisait quand même très 2024, même si effectivement au niveau des coupes, des vêtements, etc. il y avait, on sentait la patte année 2000, mais ouais, le traitement a fait que j'étais pas à fond immergée dedans, mais c'est pas grave. L'histoire était cool. Évidemment, c'est un truc un peu monté à la success story, donc il y a des trames un peu clichés, je dirais, mais ça n'empêche pas que franchement c'était fun, hein. Après, j'aurais peut-être aimé un peu plus voir en profondeur comment se sont passés les castings, parce qu'on ne voit que le casting de Loana, qui dans cette série aussi a quand même une place importante, notamment avec un personnage qui devient totalement obsesse avec elle, et qui, je sais pas, me donne un peu l'impression que ils ont voulu mettre ce personnage pour montrer l'obsession l'obsession qui commençait à naître chez les Français, etc. Mais c'est vrai qu'on voit pas trop les autres résidents, ou les autres lofters, je crois que c'est comme ça qu'on disait, ou comment se sont passés les castings, qui a été recalé, qui n'a pas été recalé, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, c'est sûr, en 6 épisodes, on peut peut-être pas tout caser, évidemment. Mais voilà pour cette série qui était, ma foi, sympatoche. Ensuite, on va pouvoir passer aux expos et aux trucs un peu, on va dire, culturels. Je vais tout de suite commencer par un truc qui n'a rien à voir avec les expos. Je suis allée voir un concert symphonique de Naruto Shippuden. Je sais pas, je crois que c'est mon copain qui était tombé dessus et tout, et on s'est dit vas-y, ça peut être cool à faire. Je ne m'attendais pas forcément, j'aurais dû m'en douter, mais à être dans un public aussi déchaîné et aussi otakuesque, globalement. Waouh! Certains avaient trop d'énergie pour moi, mais globalement, bah voilà, c'est un concert symphonique, donc Naruto Shippuden, du coup qui est un animé que je regardais ado, voilà. Ça commence forcément épisode 1 quand Naruto revient de son apprentissage avec Jiraiya, et ça finit un peu bizarrement parce qu'on finit pas l'arc avec Pain, donc ça c'était un peu étrange, mais bon, en même temps, ça dure 2h30, tu peux pas tout caser. Il y a des raccourcis qui sont faits, etc., mais ça n'empêche pas que l'histoire principale, on arrive à la suivre ou à la resuivre. Ça, c'est pas un souci, mais c'est vrai que forcément, il y a des moments que j'aurais aimé voir et entendre, mais
voilà, il faut faire des choix pour que ça rentre dans 2h30. C'était sympatoche, mais je sais pas si je retenterai une expérience comme ça, mais voilà, je le case là, si ça vous intéresse. Du coup, pour les expos, je suis allée à Orsay. On va commencer par l'expo, si je peux appeler ça comme ça, qui m'a un peu moins plu, de Céline Lagarde, qui est une photographe française et qui avait une espèce d'endroit qui lui était dédié à Orsay. Moi j'appelle ça plus un accrochage parce que en fait il y a très très peu d'explications. Il y a vite fait une chronologie au début et je crois un petit texte pour contextualiser, mais sinon pas de cartel explicatif pour les œuvres, etc. Ce qui fait que j'ai pas du tout appris à connaître cet artiste et qu'en plus de ça, là c'était du coup de la photographie. Et tu savais pas qui étaient les gens représentés, pourquoi elle a pris ces gens en photo, pourquoi elle a pris ça en photo. Il y avait pas de médiation suffisante pour que je m'imprègne de son univers, quoi. Et de moi-même là, en plus, du coup, je sortais déjà d'une expo, donc fatigue intellectuelle déjà présente. Mais en plus de ça, le médium de la photographie est un médium avec lequel j'ai pas une énorme éducation, du coup j'ai du mal à me lancer dedans et à accorder toute mon attention, donc faut vraiment que ça m'accroche, et là ça m'a pas accroché du coup, et le fait de pas avoir d'explication, parce que c'était mon siècle hein, mais le fait de pas avoir d'explication et tout, ça m'a quand même vachement frustrée, et ma foi, peut-être que je ferai mes recherches de mon côté sur cet artiste, mais ouais, ça c'était pas ouf. Cependant, il y a une autre expo qui est un peu mieux à Orsay, qui est Harriet Baker, qui est une artiste norvégienne du 19e siècle, évidemment nous sommes au musée d'Orsay, qui est apparemment très connue dans son pays d'origine, mais en dehors des frontières de son pays, pas très connue. Je ne la connaissais pas personnellement. J'ai aimé apprendre à regarder son univers, notamment un tableau avec une bibliothèque, mais ma bibliothèque de rêve, mais en fait enfermez-moi là-bas. C'était vraiment très très beau. Il y avait énormément de monde, donc j'ai été un petit peu frustrée dans le sens où je pouvais pas lire tous les cartels, etc. parce que j'avais pas la patience en fait que la foule circule, donc ça c'était un peu dommage. Il y a de très beaux paysages, elle laisse une place aussi importante à la musique, aux intérieurs, et voilà, je crois que c'était ça principalement les thèmes. J'essaye de me souvenir un petit peu, mais je vous avoue que là c'était vraiment au tout début du mois, donc ça commence à... Voilà, je me fais vieille, j'oublie facilement les choses maintenant. Mais si vous avez l'occasion au moins de faire cette expo-là, allez-y, elle est très très bien. S'il y a moins de monde, ça serait mieux. Parce que pour lire, c'est compliqué. Mais il y a eu des tableaux qui m'ont tapé à l'œil en tout cas. Ensuite, je suis allée voir la fameuse exposition sur le surréalisme au Centre Pompidou, puisque nous fêtons les 100 ans du surréalisme. Donc le surréalisme... En fait, avec le surréalisme, j'ai une relation ambiguë. À la fois, je peux vraiment aimer des œuvres surréalistes parce que c'est surréaliste, littéralement. Mais des fois, j'ai du mal par rapport à ses membres, par rapport aux idéaux qu'il a pu avoir dans ce groupe, etc. Ou parfois parce qu'il y a des œuvres qui me mettent mal à l'aise de par leur surréalisme, mais pas forcément par rapport à mes valeurs ou quoi. Juste parfois, il y a une ambiance qui fait que il y a des œuvres où je vais être moins réceptive dans le positif parce que elles me mettent mal à l'aise, mais voilà, c'est le surréalisme, hein, ma foi. C'est une expo qui est faite de façon thématique, ce qui peut être très cool, hein. Genre, je ne sais plus ce qu'étaient les thèmes. Je vais vous les retrouver parce qu'il faut que je vous donne des exemples quand même concrets. Alors, je vais essayer de vous retrouver les titres parce que là, je les retrouve pas, les titres de parties, mais je crois qu'il y avait un chapitre sur Eros, un chapitre sur la forêt, bref, ce genre de thèmes en fait qui ont été communs. Ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que qui dit plan thématique dit qu'il y a un aspect un peu social, culturel, etc. qui est un peu mis de côté, voire pas du tout présent. Notamment un sujet qui est quand même assez important chez les surréalistes, du moins les surréalistes des débuts, les surréalistes d'André Breton.
c'est que c'est un boys club en fait, hein. Les femmes étaient évidemment considérées comme des muses, mais elles avaient une production elles aussi, mais elles n'ont pas été forcément acceptées par le groupe et mis en valeur, hein, au même titre que leurs camarades masculins. Donc ça c'est quand même un point qui est quand même très documenté maintenant, on en parle, etc. Et comme c'est thématique plastique, comment on peut caser ce sujet-là, c'est un peu compliqué. Et aussi l'autre chose qui est compliquée, c'est qu'on mélange totalement les chronologies. Donc on peut très bien avoir du surréalisme d'André Breton, donc celui qui a écrit le manifeste du surréalisme, j'oublie d'expliquer, c'est bien, donc en 1924. Mais on a aussi des œuvres beaucoup plus contemporaines qui évidemment s'inscrivent dans du surréalisme et dans ce qu'a pu écrire André Breton, mais qui ne s'inscrivent plus dans un même contexte, dans une même histoire, dans une même politique, dans de mêmes mœurs et valeurs, bref. Donc c'est le problème avec les expos thématiques quand on a un sujet comme le surréalisme qui est quand même empreint aussi de politique. De temps en temps, il y a des petits documents qui sont disséminés ici et là, notamment un texte par rapport aux expos coloniales, où les surréalistes se placent contre les expositions coloniales. Mais vraiment, il est dans un tout petit coin, et évidemment il y a du monde, il n'y en a pas beaucoup à mon avis qui l'ont vu, et puis il n'est pas forcément très bien mis en valeur pour qu'on puisse le lire, quoi. Donc j'ai eu un peu l'impression qu'il était mis là pour dire, regardez, on place un peu de politique quand même, mais on est surtout sur les thèmes plastiques là. Donc je l'ai trouvé un peu compliqué dans ce sens-là. Je l'ai pas non plus forcément visité dans les meilleures conditions parce qu'il y avait du monde et pourtant j'y suis allée sur une pause déj en semaine. On n'était pas en période de vacances scolaires et tout, du coup, mais c'est une expo blockbuster, donc forcément il y aura du monde. Il y a certaines explications aussi qui peuvent parler à des moldus, comme il y en a avec des termes techniques qui sont pas nécessairement expliqués, et le surréalisme, parfois il y a des choses et des concepts qui peuvent être compliqués à comprendre et qui sont pas forcément simplifiés pour un moldu quoi qui vient dans l'expo. Donc ça, bof. Niveau scénographie par contre, c'était superbe. Ça m'a beaucoup fait rire l'entrée via la bouche de ce monstre. Mais ouais, je sens qu'ils auraient pu faire un truc genre vraiment superbe et flamboyant, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Néanmoins, il faut noter qu'on a quand même une très très belle profusion d'œuvres surréalistes, que c'est important d'aller les voir, parce que je sais pas quand on aura l'occasion de revoir certaines toiles qui sont présentes à l'expo par exemple. Mais voilà, j'ai été un peu déçue de cette expo, donc voilà pour celle-ci. Expo, il y a quelques jours, je suis allée au Louvre pour voir l'expo Figures du Fou. Il le précise très bien en introduction, c'est une exposition donc du Moyen-Âge jusqu'à peu près au romantique du 19e siècle. Et ce n'est pas une expo qui fait un historique des maladies mentales. Là, on parle vraiment de la figure du fou, type bouffon du roi, et de la folle aussi, j'ai appris. Non mais alors ça, très bon point de cette expo. C'est, donc on connaît tous le bouffon du roi, avec le chapeau à deux cornes et les petits grelots et tout. Mais là, qu'est-ce que j'apprends dans l'expo ? C'est qu'il y avait des folles du roi aussi, il y avait des bouffonnes. Et je ne le savais pas qu'il y avait aussi des femmes qui exerçaient ce métier, ce poste. Et donc c'était très bien précisé sur un cartel qu'elles ont bien existé, mais qu'effectivement il y a très peu de représentation de ces dames. J'étais choquée, j'étais en mode quoi ? Toujours dans les films, on voit que des fous, mais il y avait des folles. Et vraiment, bref, très contente de ce point-là. Sinon, il y a une très 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 belle profusion d'œuvres, tout type de médium, que ce soit art décoratif, vitraux, peinture, sculpture, mobilier, enfin, ça rentre dans l'art décoratif, numismatique, est-ce que j'ai oublié un département, art graphique, etc. Enfin, il y avait vraiment
de tout. Il y avait des objets improbables, genre un espèce de banc en bois, donc qui avait un décor où on voyait parfois quelques fous, etc. Et c'est un banc qui servait à rouler des fils d'acier. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette chose? En plus, c'est pas petit le machin. Et non, franchement, j'ai kiffé. Il y avait du monde, mais un monde correct, je trouve. Une fréquence correcte. J'y suis allée jeudi matin à 10h. Il y avait une fréquence correcte. Les espaces étaient aussi suffisamment larges pour qu'on puisse circuler tranquillement. Donc attendez, je reviens parce que du coup, oui, on parle du fou, de la figure du fou au sens sujet du roi là. Mais on parle aussi de, comment dire, de que signifiait le fou du Moyen-Âge à la Renaissance, on va dire, parce qu'après, quand on part sur les périodes un peu plus 19e, là, on parle un peu plus des représentations de personnages qui se sont enfoncés dans la folie, donc par exemple des personnages shakespeariens, ce genre de choses. On a des œuvres de Goya, on a des œuvres de Fuseli, le pauvre, je l'ai appelé comme un nom de pâte. Bref, donc de Fuseli. On a aussi des costumes de scène, enfin vraiment, c'était une belle expo assez complète qui n'a pas eu la prétention d'aller au-delà de la représentation des personnages soit du fou, soit en folie, entre guillemets, et qui ne s'est pas aventuré dans un terrain qui ne pouvait peut-être pas traiter de façon convenable, c'est-à-dire les maladies mentales, etc. Mais c'est une expo qui serait intéressante aussi à voir dans un musée d'art moderne, notamment pour tout ce qui va être de l'art brut, etc. Même, encore une fois, hein, avec les surréalistes qui s'intéressent à tout ce qui va être de l'inconscient, de la psychiatrie, etc. Il y a eu dans l'expo, il y a eu quelques petites lignes qui se sont tracées par rapport au début de la psychiatrie, etc. Notamment avec Charcot à la Salpêtrière et ses expériences assez compliquées. Mais vraiment, c'était une bonne expo. Les explications ne sont pas compliquées à comprendre. Vraiment, c'est accessible, je trouve. Contrairement à des cartels chez les surréalistes par exemple, mais là c'est une expo, il y avait des gens qui venaient en famille, etc. Et ça avait, enfin voilà, il y avait pas des discussions que j'ai pu entendre en les entraîner mon oreille, voilà, il n'y avait pas de difficulté de compréhension, donc je vous la conseille, et vraiment surtout juste déjà pour la profusion d'œuvres et de médiums qu'il y a, juste allez-y, elle était vraiment super, et bien fait, c'est quand même le surréalisme et Figure du Fou sont quand même des grosses expos, surréalisme un peu plus grosse je crois, donc faut quand même prendre son temps. Céline Lagarde, c'est vraiment une petite installation, j'étais vraiment déçue. Et Harriet Baker, je dirais que c'est du médium à grand en fonction du temps que vous passez, mais plutôt médium. Voilà pour ça, et on va pouvoir passer au bouquin, et après j'arrête de parler parce que je n'en peux plus. Pour la lecture, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'update lecture que vous avez eu la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Je vous avais parlé de My Dear Detective dans l'update lecture que j'ai enfin fini. Et je vous avais dit... Attends, je vous refais l'histoire, parce que si vous n'avez pas vu la semaine dernière, je vous refais l'histoire. Donc on suit cette jeune femme, je ne retiens jamais les noms, comme d'habitude, qui est détective privée dans le Japon des années 20. Son rêve c'était de devenir agent de police, mais elle n'a pas pu parce que c'est une femme, et du coup elle s'est retrouvée dans un cabinet de détective privé, et elle enquête sur des affaires de perte d'objets, de tromperie, etc. Des choses un peu banales. Mais un jour, pour une affaire, elle va rencontrer ce jeune homme qui est un peu le cliché du jeune homme arrogant beau gosse qu'il y a souvent dans les mangas. Et je disais que je pensais qu'il allait me taper sur le système.
ça va. On sent qu'il a quand même des choses à apprendre de elle qui a évidemment du métier, contrairement à lui. Donc c'est cool, ça va. Il s'est calmé, ça va. Mais du coup, ils vont former un duo par un concours de circonstances et commencer à faire des enquêtes ensemble. Un chapitre est généralement égal à une enquête et c'est très sympathique. Moi, vraiment, ça c'est un manga un peu... Je sais pas si on peut qualifier du cozy mystery parce que j'ai encore jamais lu de cozy mystery et je suis pas assez calée sur le sujet pour dire ça. Mais les premières affaires sont chill, franchement ça va. Et on sent que là, la dernière affaire qui vient d'arriver à la fin du tome, on sent que ça va être le fil rouge du manga. Et j'ai trop hâte en fait de savoir ce qui va se passer, quoi, parce que là, la fin, évidemment, on finit sur un cliffhanger, quoi. Et un autre truc qui est assez intéressant dans ce manga, c'est que ça aborde des sujets auxquels je ne m'attendais pas à ce que des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices japonais traitent, notamment dans la première affaire. Et évidemment, ça parle aussi de la place de la femme dans le Japon des années 20, notamment, ça j'en avais parlé dans l'update lecture, désolée si je me répète, mais c'est important de le mentionner, notamment du coup cette jeune femme n'est pas forcément toujours prise au sérieux parce que c'est une femme, point, et que dans les années 20, une femme qui travaille au Japon, c'est peut-être pas encore si courant que ça. J'aimerais diguer un peu plus cette période historique pour voir un peu quelle est la situation à l'époque. Et par exemple, sur la porte d'entrée du cabinet de détective, il y a des hommes qui ont écrit « Ne volez pas le travail des hommes, les femmes à la maison, à bas les femmes actives, etc. etc. » Ça donne un peu le ton de l'ambiance, vraiment, Japon années 20, ça a l'air d'être un pur bonheur. Donc franchement, il est très sympa. J'aime bien les dessins, etc. Les histoires sont cool, donc je vous le conseille si vous pouvez mettre la main dessus. Et en vrai, j'ai un peu beaucoup parlé, donc je vais faire vite sur celui-là. Allez le lire. Voilà, c'est tout. Vous voulez une bonne BD, de beaux dessins, une histoire qui vous prend aux tripes et chialer un bon coup. Voilà. Allez le lire, il est vraiment super. Plus sérieusement, on va suivre une bande de personnages qui tiennent un salon de beauté, qui sont travestis le jour, prostitués la nuit. Et on a une maladie qui arrive dans ce monde qui donne des écailles de poisson aux gens. Et c'est une épidémie qui va s'intensifier au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est un parallèle très vite fait avec la crise du sida. Donc je vous le conseille fortement. Il est très très beau, très bien écrit. Et vraiment, il est vraiment super. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir l'update lecture parce que j'en ai parlé vraiment longuement. Mais là, je vais un peu me calmer parce que je crois que ça fait un moment que je parle quand même. Et le dernier, je vous en ai aussi déjà parlé pas mal de fois là, ces dernières semaines, c'est le catalogue d'expo du Musée des Beaux-Arts de Caen sous le regard de Méduse, qui revient sur la représentation de Méduse et l'évolution de ses significations de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Un très beau programme, et c'est aussi un catalogue qui compile pas mal d'œuvres qui représentent Méduse, toujours sur cette même chronologie. Donc voilà, si vous êtes, je sais pas, si vous faites des recherches sur le sujet, si vous préparez un concours où vous devez connaître toutes les choses de l'Antiquité jusqu'à nos jours, voilà, ça peut être un bon truc. Je dirais cependant qu'il y a quelques passages où il faut avoir des connaissances en histoire de l'art ou en esthétique ou en lettres classiques. Non, en vrai ça va, mais ouais, il y a quelques petits termes, je pense qu'il faudra les googler si vous les connaissez pas. Il y en a quelques-uns que j'ai dû googler, notamment pour la période antique, parce que c'est pas du tout ma période et que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas bossé sur des sujets antiques. Mais écoutez, franchement, moi ça a été une très bonne lecture. J'ai revu mes classiques, l'Iliade, l'Odyssée, la Pharsale, tout ça. J'ai revu un peu tout ça, donc ma foi, ça sera toujours bénéfique pour le concours. Mais je vous le conseille fortement si vous pouvez le lire ou quoi. Et je crois que ça sera tout
Pour aujourd'hui, c'est bon, le bilan culturel est fini. Donc nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, puisque je vous fais des vidéos en avance, qui seront quand même publiées, même si moi je suis en vacances. Donc à dimanche prochain!